Alors, je propose de commencer, en tout cas l'introduction. Tout d'abord, déjà, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire donc, sur la biodiversité au service des établissements de soins et du bien-être. Alors, le présent webinaire ne se veut pas non plus exhaustif sur la thématique, mais propose plutôt déjà d'entrer dans le sujet via 3 entrées, qui sont l'entrée médicale, l'entrée artistique et l'entrée liée à la biodiversité, qui sont somme toute les 3 entrées complémentaires sur lesquelles il faut travailler lorsqu'on veut pouvoir développer ce type d'aménagement. Alors, il y aura 3 interventions aujourd'hui. Alors, je remercie déjà les personnes qui sont présentes et qui vont intervenir, à savoir Madame Thérèse Jonvaux, qui est donc docteure et neurologue au CHRU de Nancy, qui pourra nous expliquer ici les principes et bienfaits donc, des jardins thérapeutiques sur la santé mentale et le bien-être. Je remercie également le docteur Renard Fécharek, qui nous vient directement d'Allemagne, qui est médecin et sculpteur et qui décrira ici l'importance de l'art dans le design de ces jardins, qui expliquera aussi le fait que cette complémentarité avec la biodiversité et le médical est véritablement importante, dans la mesure où la biodiversité, la floraison des fleurs n'est pas constante sur une année, mais que les effets du jardin doivent être pérennes dans le temps. Et j'interviendrai sur le volet biodiversité à la fin donc, de l'exposé de mes collègues. Alors, point important peut-être, c'est que vous avez l'opportunité dans le cadre ici donc, de ce webinaire de poser des questions. Donc, vous avez un point qui s'appelle Q&R. Donc, je vous encourage à encoder vos questions durant l'ensemble du webinaire et nous pourrons passer au terme du webinaire l'ensemble des questions en revue et elles seront redistribuées en fonction des orateurs. Voilà, donc je vous remercie déjà beaucoup pour votre participation et je vais laisser donc directement le micro au docteur Thérèse Jonvaux. Bonjour, eh bien, merci à tous les participants qui se connectent. Et donc, je vais vous parler effectivement de cette opportunité de transformer des espaces verts en jardins au service de la santé. Alors, nous allons donc tout simplement prendre une petite définition sur la diapositive suivante de ces bénéfices de la nature qui ont été constatés et la définition de la santé. Kim, la diapositive suivante, s'il te plaît. Donc, la santé, c'est un état de bien-être global qui est à la fois physique, psychologique, individuel et collectif. Et nous allons voir que la nature a des effets sur tous ces volets de la santé. D'autre part, je vous ai mis l'article de la Charte de l'environnement qui fait partie de la Constitution française de 2005, qui a été annexée, disant que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Et donc, vous allez voir que dans notre propos, ces éléments seront très forts comme base de travail de notre réflexion. Alors, les bénéfices de la nature sur la santé, ils sont connus, ils sont multiples, à la fois donc sur toutes les composantes de la santé, nous y reviendrons, mais c'est aussi un élément nous allons le voir, un levier de dynamique sociale, d'amélioration d'une manière très globale de la qualité de vie et du bien-être. Mais si on veut passer d'une nature à un jardin, c'est-à-dire à un espace conçu par et pour l'homme, pour son bien-être et pour sa santé, il faut une conception qui soit réfléchie en fonction des besoins des usagers et avec une définition claire des objectifs recherchés. Et c'est cela qui fait la définition d'un jardin thérapeutique ou d'un jardin bénéfique pour la santé, c'est sa conception et ses objectifs tournés vers la santé, justement. On peut passer à la diapositive suivante. Les bienfaits physiques, eh bien, ils sont connus avec une amélioration de la qualité environnementale, tout le pan des pathologies pneumologiques avec la qualité de l'air, les maladies respiratoires, avec donc une influence de la nature par rapport aux phénomènes de pollution notamment, les réductions de chaleur en ville, mais aussi, et ça ce sont des travaux japonais qui ont bien montré l'effet par exemple des bains de forêt au Japon sur l'immunité avec un renforcement de certaines populations de lymphocytes qui sont celles qui nous protègent contre les agresseurs microbiens. Donc, des bienfaits physiques dans ce domaine, mais aussi sur la diapositive suivante, vous verrez qu'une activité physique pratiquée à l'extérieur, qu'il s'agisse de randonnée, de marche ou d'activités plus intenses, ont un impact sur la santé supérieur lorsqu'elles sont pratiquées en extérieur par rapport à la même quantité d'exercice physique pratiqué à l'intérieur. Ça a été en particulier bien démontré dans les maladies cardiovasculaires, les effets sur l'hypertension artérielle, la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Sur les personnes âgées, effectivement, ces bienfaits physiques sont très globaux en termes de maintien de l'autonomie pour les activités de jardinage en particulier.
Sur la diapositive suivante, nous verrons qu'à côté de ces bienfaits physiques, il y a des bienfaits cognitifs, c'est-à-dire sur nos fonctions intellectuelles. Et c'est en particulier ce qui illustre ces deux photos de fenêtres, car c'est un travail d'Ulrich paru dans Science déjà en 1984, qui a montré une différence de récupération après une chirurgie digestive, selon que les patients avaient une fenêtre donnant sur un mur de briques ou sur la nature. Donc déjà, la simple vue de la nature a un effet bénéfique. Sur le plan cognitif, on a démontré une amélioration des capacités d'apprentissage, par exemple chez les enfants, des capacités d'attention dans le monde du travail, de mémorisation. Et puis pour les personnes, par exemple dans les établissements de soins et de santé, les jardins et la nature ont un rôle aussi d'orientation dans le temps et dans l'espace, avec les marqueurs temporels des saisons qui illustrent bien sûr la nature. Mais aussi la possibilité d'entraîner des savoir-faire moteurs autour du jardinage ou de l'hortithérapie. Nous allons maintenant passer aux bienfaits psychologiques qui sont aussi nombreux en termes de motivation et d'implication, qu'il s'agisse dans le monde de l'entreprise ou dans un établissement de soins ou médico-social. La présence des jardins a montré une attractivité tout à fait nette. Les bienfaits sont particulièrement bien documentés dans les affections neuropsychiatriques, qu'il s'agisse des effets du stress, de l'anxiété, de la dépression, des syndromes d'épuisement au travail, des troubles du sommeil. Ainsi donc, comme vous le voyez sur la diapositive suivante, les indications dans le champ de la santé d'une présence de jardin est tout à fait large, puisque vous avez des domaines qui vont de la psychiatrie, la pédiatrie, la cancérologie, tout le champ du handicap et de la rééducation, mais aussi dans le domaine de la prévention de la santé au travail, par exemple, dans le domaine d'une entreprise, quel que soit son secteur d'activité. C'est aussi un très fort, la présence des jardins, élément de satisfaction et de qualité de vie des usagers et d'amélioration des relations entre les différentes catégories d'usagers. Alors maintenant, je vais venir à quelques principes qui seront repris certainement par les autres orateurs pour passer justement d'un simple espace vert à un jardin bénéfique sur la santé, à un jardin thérapeutique qui apporte une plus-value sur la santé. Eh bien, il va falloir avoir une démarche très systématisée d'analyse des besoins de santé de la population qui va fréquenter cet espace, les caractériser ses potentialités ou ses contraintes, et puis il va falloir impliquer l'équipe qui va faire vivre ce jardin et qui va s'en servir dans sa vie quotidienne, qu'elle puisse s'approprier l'espace et le projet, avec donc aussi des réalisations d'enquête pré- et post-aménagement pour réaliser cette conception et l'ajuster. Conception dont vous allez voir qu'elle comporte plusieurs volets, comme l'a dit Kim. Et puis, il faut bien entendu prévoir aussi que le jardin étant un lieu vivant, il a une potentialité supérieure à quelque chose de figé, mais il faut aussi, bien sûr, prévoir son entretien et son évolution en fonction des besoins qui peuvent justement se développer au fil du temps, au fur et à mesure que l'équipe va y prendre goût. Alors, nous, ici à Nancy, nous avons donc un jardin qui est une plateforme de recherche dans le CHU, un jardin de 4000 m² en centre-ville, qui est le jardin Art, Mémoire et Vie, où nous avons développé un programme de recherche. Ce jardin, il intègre donc pleinement le projet de soins, les données de la littérature scientifique, et sa conception associe cette approche médicale et neuropsychologique, puisqu'il est destiné principalement aux personnes atteintes de maladies d'Alzheimer et maladies apparentées, cette approche artistique et cette approche environnementale. Nous avons développé depuis 2010, donc avec une expérience maintenant de plus de 10 ans, un programme de recherche. Le jardin est utilisé dans le soin depuis 12 ans, pour vraiment étudier précisément la structuration, le contenu du jardin et les bénéfices observés en soins courants auprès des patients. Sur la diapositive suivante, vous verrez que nous avons développé c'est encore la suivante maintenant, nous avons développé une formation à destination donc des professionnels de gériatrie, qu'il s'agisse des directeurs d'établissement, des infirmières, des psychologues, des ergothérapeutes par exemple, des orthophonistes. Et l'utilisation du jardin, c'est vraiment au quotidien par les patients, qu'il s'agisse de la simple contemplation pour les personnes les plus handicapées, d'une promenade, d'un jardinage adapté et d'ateliers développés par chacun des professionnels en logopédie, en neuropsychologie, et aussi d'une ouverture sur des activités avec les enfants et petits-enfants, avec des écoles et avec des partenariats du monde culturel et du monde de la cité qui nous permettent de développer de nombreux projets. Cette conception, elle est donc tout à fait réfléchie en fonction des besoins dans la maladie d'Alzheimer. La diapositive suivante vous montre très rapidement que nous pouvons décliner en fonction des handicaps particuliers les éléments du jardin qui ont été spécifiquement installés dans ce but. Et maintenant, donc, nous pouvons arriver à
notre webinaire d'aujourd'hui, c'est-à-dire que nous pouvons transposer les savoirs et les savoir-faire que nous avons acquis à travers cette expérience. Et donc, nous avons, outre notre programme de recherche dans le jardin, rencontré un grand nombre de professionnels du monde de la gériatrie. Nous avons participé à des expertises de projets de jardin et nous avons mené des enquêtes dans les maisons de retraite, établissements médico-sociaux de la Lorraine pour bien comprendre tous les besoins et avoir cette conception qui soit basée sur la preuve, ce que j'ai appelé donc evidence-based design. Quelques éléments de réflexion sur la biophilie qui sera traitée, son illustration par la biodiversité par Kim. Pourquoi est-ce que nous avons introduit et souhaité cette biodiversité dans notre jardin? Car c'est un atout dans le soin. À travers ce sentiment de biophilie, cette attraction pour le vivant qui est extrêmement forte chez tout un chacun et même dans des pathologies très évoluées. Et le jardin, grâce à cette biodiversité, va être beaucoup plus attractif car il va permettre d'observer des pollinisateurs, des insectes, des animaux qui vont être attirés, des végétaux plus variés. Et donc, le jardin va être tout simplement plus efficace dans le soin, mais il va aussi rayonner au niveau environnemental au-delà de l'établissement lui-même. Pour vous donner un petit aperçu de notre programme de recherche et de la validation des principes de conception du jardin, nous avons travaillé à la fois sur la structuration spatiale, donc la capacité à s'orienter dans le jardin. C'est le programme JazzTop. On a montré que grâce au point de repère installé, les patients arrivaient à mieux circuler, à se sentir en sécurité dans le jardin. Nous avons évalué aussi l'impact de l'art, le volet Jazz Art, c'est donc le contenu, sur la communication, les relations avec les proches visiteurs, avec les autres patients, avec les professionnels. Nous avons évalué aussi l'effet sur le sommeil, montrant un rythme veille-sommeil beaucoup plus physiologique grâce à la fréquentation du jardin. C'est le volet Jazz Note. Nous avons évalué la conscience de soi, le self, qui est aussi amélioré significativement chez les personnes hospitalisées qui vont dans le jardin par rapport à ceux qui ne le fréquentent pas. Et puis, nous avons aussi évalué les bénéfices en termes de prévention du burn-out, le volet Jazz Burn, pour les soignants. Nous évaluons actuellement encore les effets sur l'attention des soignants dans leurs heures de travail et l'effet sur les relations familiales, le volet Jazz Famille. Voilà, donc un certain nombre de publications, comme vous le voyez, aussi bien en langue française que dans des revues américaines. Et je terminerai cette introduction à l'intérêt des jardins thérapeutiques par juste une diapositive sur les modèles théoriques qui sous-tendent ces bienfaits. Vous voyez qu'il y a plusieurs théories qui vont effectivement expliquer les bienfaits de la nature, qu'il s'agisse de la théorie attentionnelle, et c'est pour ça que nous avons un volet là-dessus. La fréquentation de la nature et des jardins permet de restaurer notre attention qui est focalisé pendant les heures de travail et qui là peut donc être restauré. Il y a un effet sur le stress qui a été prouvé aussi par la théorie d'Ulrich, avec des variables tout à fait physiques qui sont mesurées, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, etc. Il y a la théorie du refuge qui donne un sentiment de sécurité si le jardin est conçu justement en appliquant cette théorie. Il y a la théorie de la biophilie, comme j'ai dit, de Wilson et cette attraction pour le vivant. Et puis la théorie que nous avons développée à Nancy, qui est la théorie de la beauté, qui donc se base sur les activations cérébrales corticales qui sont observées lorsqu'il y a une expérience de beauté et d'harmonie qui est vécue, qu'il s'agisse face à de l'art, je dirais, comme des peintures ou justement dans un jardin, vous allez le voir dans l'exposé suivant. Et donc cette beauté, cette harmonie du lieu va potentialiser l'effet bénéfique avec cette formule mathématique, le jardin plus la dimension artistique, c'est supérieur à 2, donc il y a un effet additif et potentialisateur. Pour donner les quelques messages de conclusion que j'espère vous retiendrez, eh bien, effectivement, les jardins ont prouvé leur intérêt aussi bien en ville pour les habitants et les citoyens qu'en entreprise pour le bien-être au travail, qu'en milieu de soins médico-social pour des personnes atteintes de pathologies très variées, ainsi que leurs proches visiteurs et les soignants. Ceci nécessite bien sûr une conception multidisciplinaire qui soit soigneusement réfléchie pour être adaptée précisément aux lieux et aux personnes qui vont s'impliquer dans ce jardin. Et ces bénéfices ont aussi un impact environnemental au-delà de l'établissement lui-même qui accueille ce jardin. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, docteur Jonvaux. Je vais laisser la parole maintenant à monsieur, donc au docteur Fécharek. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'occasion de pouvoir vous donner un petit aperçu de notre démarche de conception de jardin thérapeutique. Et je vais essayer de vous en
faire part, de partager les principes les plus importants sur lesquels nous nous basons. Plus généralement, ce n'est pas simplement les jardins thérapeutiques, mais les jardins de bien-être. Mais dans cet exposé, je vais me concentrer sur les jardins thérapeutiques proprement dit. D'abord, quelques idées générales. Dans les EHPAD et les hôpitaux, ce sont des lieux où nous rencontrons le plus souvent des personnes provenant de tous les milieux. Autrement dit, nous y rencontrons une grande diversité de personnes, visiteurs inclus. Dans ce sens, ce sont des lieux publics. Alors, comment faire pour qu'une grande majorité de ces personnes s'y trouvent bien? Car ça paraît banal, mais se sentir bien dans un lieu est absolument primordial pour vouloir y aller, et par conséquent, cette notion devient la base de tout concept de design pour un jardin thérapeutique. Ceci peut paraître évident et simple, pourtant ce n'est pas si simple à réaliser. Il s'agit de trouver pour ces lieux publics une approche commune qui soit indépendante des préférences esthétiques individuelles et qui intègre les besoins des utilisateurs. En première ligne, évidemment, les patients, les habitants des EHPAD, mais aussi des équipes, des directeurs, des visiteurs, etc. Notre approche se fonde sur deux piliers. Le premier pilier est ce que j'appelle le design thérapeutique, qui se fonde sur des principes qui ont fait leur preuve en pratique. Autrement dit, le evidence-based design, une notion qui s'est développée surtout dans les pays anglo-saxons, cherche à optimiser la fonctionnalité de ces jardins en favorisant ce qui marche bien et en évitant ce qui s'est avéré problématique. Mais pour que l'on s'y sente bien, il faut un peu plus que cela. Un environnement peut parfaitement accomplir la fonction voulue, mais on ne s'y sent pas forcément à l'aise. Et je pense que nous en avons tous fait l'expérience dans les milieux hospitaliers fortement, disons, technisés, enfin, voilà, et on ne se sent pas forcément à l'aise là-dedans, plutôt stressé. Alors, quels peuvent être les dénominateurs communs qui sont à la base de ce bien-être que nous recherchons? La perception, la compréhension et l'appréciation d'une œuvre d'art sont personnelles, individuelles, tandis que le sentiment de beauté qui peut être ressenti est fondé sur des principes universels. Je vous rappelle par exemple la règle d'or qui s'est approuvée dans bien des études, qui s'est confirmée dans plein d'études comme un principe universellement ressenti. Le deuxième pilier de notre démarche est une application des principes artistiques qui nous donnent une clé pour créer un environnement beau et bienfaisant, puisque la beauté et le bien-être sont intimement liés. Nous appelons donc approche artistique notre processus de création qui se met au service du projet, tandis que, par exemple, dans un jardin de sculpture, le jardin est simplement cadre pour les œuvres d'art. C'est une grande différence. Les dénominateurs communs que nous cherchons sont donc la beauté et l'harmonie, et je définis l'harmonie surtout par la cohérence des différents éléments. La diapo suivante. Là, oui, voilà. Enfin, chaque cadre est différent et cherche sa toile. Voilà, qu'est-ce que je veux dire par là? Normalement,
nous trouvons un cadre architectural, climatique, culturel, social, etc., qui est préexistant. C'est très rare de pouvoir construire un établissement de novo et en même temps faire la conception des jardins. Si nous voulons y aménager un jardin thérapeutique, il faut comprendre ce cadre, quelles dimensions, quels matériaux, etc. Et en particulier, bien sûr, c'est évident qu'il faut une conception différente si vous avez un petit espace de 200 mètres carrés en tant que patio, ou bien si vous avez la chance, comme nous l'avons eu à Spielmann, à Nancy, d'avoir un grand terrain de 3500 mètres carrés à aménager. Donc, il faut très bien comprendre ce cadre et trouver le tableau, en fait, qui correspond à ce cadre. Donc, c'est en quelque sorte un peu à l'envers. Et donc, le premier stade de notre démarche est une analyse approfondie de ce cadre existant. La prochaine diapo fait une petite synthèse de ce que nous appelons approche artistique. Nous voulons composer un jardin comme une œuvre d'art qui correspond au cadre existant. Créer un environnement cohérent et harmonieux en appliquant les principes universels qui existent, qui sont sous-jacents pour mettre en valeur la relation profonde entre la beauté et le bien-être. Alors, il ne s'agit pas d'une exposition d'œuvres d'art dans un cadre végétalisé, mais d'une conception qui intègre harmonieusement les aspects médico-sociaux, les avantages et contraintes du lieu, qui tient compte des réglementations et besoins, des souhaits, des désirs, etc., est basé sur des principes artistiques et esthétiques qui sont applicables universellement. Au fil des années, nous avons développé une méthodologie rigoureuse qui guide cette approche et ce processus de création. Je voudrais illustrer ce que je viens de dire avec quelques photos. La suivante. Donc, vous voyez ici un cadre architectural donné et il fallait créer dans ce contexte précis une fontaine. Donc, il y a déjà le choix des matériaux qui était possible de prendre les mêmes matériaux ou des matériaux qui sont utilisés, par exemple, ici pour les fenêtres. Et du coup, ça donne déjà une harmonie des matériaux. Deuxièmement, les proportions. Si vous imaginez cette grande cour centrale avec un tout petit élément là, et bien qui ne correspond pas aux dimensions et aux proportions qui sont utilisées dans l'architecture du bâtiment, ça crée une certaine disharmonie. Et ça, c'est un élément qui est considérablement important. La diapo suivante. Je parle un peu de sculpture. Alors, nous avons vu qu'effectivement, quand il y a une diversité de personnes, il faut présenter des sculptures dans des styles différents. Et à quoi servent ces sculptures? Entre bien d'autres choses, j'attire votre attention sur, peuvent être un point de rencontre. Par exemple, dans le jardin Spielmann, il y a souvent une prise de rendez-vous, une rencontre. On se dit, ah tiens, on va se rencontrer à la sculpture qui s'appelle le bisou. Ou bien on va aller visiter le bisou. Après, ça représente aussi un élément d'orientation, surtout pour des personnes qui ont des troubles cognitifs qui rendent l'orientation difficile. La prochaine. Alors, non seulement regarder, mais toucher et explorer les sculptures.
est vraiment importante et normalement c'est interdit, alors que dans ces jardins, les sculptures sont conçues pour être touchées et explorées, et ça peut donner lieu à des conversations ou à plein de choses qui sont différentes justement par rapport à l'expérience normale dans les musées par exemple. La prochaine diapo, oui, voilà. Je parle un peu de mobilier parce que ce projet m'avait permis de réfléchir ensemble avec les ergonomes et physiothérapeutes sur les besoins des différents meubles. Et les meubles, ça peut effectivement, comment dirais-je, réunir la fonctionnalité et l'esthétique, et c'est ça qui est recherché. Les meubles sont parfaitement selon des normes ergonomiques. J'ai conçu toute une gamme, les jardinières, des tables, des fauteuils, etc. Ici, vous voyez juste deux exemples de bancs différents, dans des cadres différents notamment. La prochaine diapo vous montre aussi, rien ne vous empêche d'introduire sur les mêmes modèles quand même une certaine variété, parce que c'est la variété qui augmente l'attractivité. On sort de la monotonie du lieu en créant des petites différences dans le mobilier notamment. Voilà. Maintenant, laissez-moi terminer avec une citation. Il est difficile de prendre conscience de notre dignité en tant qu'humains alors que nous sommes noyés dans des centres-villes sans âme ni histoire. Il est difficile de parler d'appartenance et de responsabilité partagée face à l'étalement des zones urbaines qui favorisent l'anonymat, l'isolement et le sentiment d'abandon. La dégradation de notre environnement urbain est un signe d'épuisement culturel. Quand notre environnement devient chaotique, il est très, très difficile d'y être heureux. Et oui, voilà. Oui. Bon, il y a tellement à faire pour rendre nos villes plus humaines, comme la création, la promotion et l'entretien d'espaces verts partagés. Alors, ceci est un extrait du dernier livre de Pape François, et je trouve remarquable comment il souligne le lien entre dignité, beauté et environnement. Et dans ce sens-là, je pense que c'est applicable non seulement, bien sûr, sur les villes en général, mais sur tout environnement que nous créons. Et dans ce sens-là, notre approche se veut parfaitement en ligne avec cette remarque de souligner la dignité humaine dans un environnement qui soit dessiné, qui soit créé en fonction de principes qui nous sont propres en tant qu'êtres humains. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dr Fécharek. Donc, c'est à moi de prendre la parole à présent, et je prends la parole avec quelque part une entrée totalement différente, puisque mes collègues sont entrés dans les aménagements bien-être et thérapeutiques, que ce soit pour, je dirais, des patients, que ce soit au sein d'entreprises pour optimiser le bien-être pour des employés notamment. Ils sont rentrés par la voie médicale et la voie artistique. Et moi, je suis rentré par la voie complètement, je dirais, environnementale, biodiversité, puisque j'ai aussi un background plutôt d'ingénieur agronome. Donc, l'entrée était totalement différente et pour des raisons qui étaient bien autres, en tout cas au départ, qui sont celles de la biodiversité. Donc, je fais partie, et je suis fondateur de Biodiversity, qui est donc une entreprise sociétale qui a véritablement pour vocation de préserver notre environnement, de réduire la pollution, d'augmenter et de régénérer la biodiversité. Donc, c'est vraiment au cœur du projet et c'est véritablement la mission qu'on s'est donnée. Alors, la biodiversité, je pourrais la redéfinir avec des termes assez complexes que les scientifiques utilisent,
Mais je dirais très simplement que c'est véritablement l'ensemble des organismes vivants que nous avons à la surface de notre planète. Et c'est les interactions qu'il y a entre tous ces êtres vivants. À la surface de notre planète, nous avons 8,7 millions d'espèces à l'heure actuelle. Ça, c'est la situation. Le problème, parce qu'il y a un véritable problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on sait que d'ici 2050, près de 37% de toutes ces espèces auront disparu. C'est plus d'un tiers des espèces à la surface de notre planète. Alors, pour expliciter ça de manière très simple, vous êtes chez vous, vous êtes un humain, une espèce, vous avez un chien, vous avez un chat. Ça veut dire que d'ici 2050, il y a une des 3 espèces qui n'existera plus. Espérons que ça ne sera pas nous. Espérons que nous aurons pu préserver l'ensemble des espèces. Le problème est donc ici énoncé. Et les causes? Eh bien, les causes, en réalité, elles sont multiples. On a 5 causes principales qui sont évoquées à l'heure actuelle. La dégradation des habitats et des milieux naturels. Alors, on peut dire parfois que c'est assez distant de chez nous, mais ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on parle de déforestation, on a plus de 13 millions d'hectares par an qui disparaissent chaque année. La surexploitation des ressources naturelles, 75% des stocks de poissons sont surexploités à l'heure actuelle. C'est juste l'exemple des poissons. On a la même chose en termes de végétation, si on va en Amazonie par exemple. Les espèces invasives, les pollutions, que ce soit en termes de pesticides, que ce soit en termes de déchets, d'hydrocarbures, de polluants organiques persistants dans l'environnement ou encore de métaux lourds. Et finalement, le réchauffement climatique. Si on prend l'ensemble de ces facteurs, on se rend compte quelque part qu'ils sont liés à l'homme, donc fortement anthropisés. Dans le cas des activités que nous menons, eh bien, nous souhaitons stopper ça, préserver notre environnement, réduire la pollution, régénérer la biodiversité. Pour ça, pour être capable de changer, eh bien, il faut être capable d'innover. Dans le cadre des activités que nous menons, nous innovons en gardant notre environnement au centre de la création, mais en tenant compte de l'ensemble des parties prenantes. C'est ce que vous voyez ici en termes de rouage. Chaque rouage est un type de partie prenante. Autour de la table aujourd'hui, nous sommes différents types de parties prenantes, des environnementalistes, nous avons des médecins, des artistes qui ensemble co-créent pour créer de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Donc il faut être capable de changer. Je peux vous dire qu'en toute honnêteté, je suis ingénieur, je suis assez distant du monde artistique et assez distant du monde de la médecine. Et en réalité, nous pouvons contribuer et travailler ensemble vers une vision commune et un but commun. Quel est ce but? C'est créer de la valeur. Créer de la valeur environnementale, sociale et économique. Nous sommes persuadés à l'heure actuelle que nous pouvons régénérer la biodiversité tout en créant de la valeur économique. Et par là même, nous pouvons également créer de la valeur économique tout en préservant notre environnement plutôt qu'en le détruisant. Dans le cas des jardins thérapeutiques et des aménagements bien-être, eh bien, ils ont été véritablement la rencontre entre ces voies médicales, artistiques, et la voie, en tout cas, sur laquelle je m'étais engagé, qui est la voie environnementale. De plus en plus de publications et les travaux que nous avons pu mener ensemble ont réellement montré qu'on pouvait réduire les effets de certaines pathologies, comme Alzheimer ou Parkinson, grâce à ces aménagements bien-être, qu'on pouvait réduire le stress en entreprise, augmenter, je dirais, la concentration au travail, réduire les effets du burn-out grâce à ce type d'aménagement bien-être. Alors maintenant, la question qui se pose et qu'on nous pose souvent, mais comment est-ce qu'on met en œuvre ce genre de jardin? Parce qu'on voit que de plus en plus de gens font ce qu'on appelle, entre guillemets, des jardins thérapeutiques, notamment avec des plantes aromatiques, etc. La vérité, c'est que ça n'est pas si simple. On a une méthodologie qui est identique, certainement, mais chacun des jardins est différent. Chaque jardin est original. Alors, c'est important parce que lorsqu'on parle déjà de la cible, que ce soit les personnes âgées, atteintes d'Alzheimer ou de Parkinson, que ce soit des enfants, donc ça a été abordé tout à l'heure en termes de pédiatrie, que ce soit des employés au sein des entreprises, chaque aménagement est conçu spécifiquement pour ce type de cible, pour ce type d'usager. On n'a pas un aménagement qui est fonctionnel pour chacun des usagers. Autrement dit, la méthodologie pour développer chacun des jardins est la même. Par contre, chaque jardin est différent et original. Dans le cadre de la méthodologie, il y a toujours une approche, en ce qui concerne en tout cas le volet biodiversité, qui est systématique, c'est une analyse préliminaire. On évalue la qualité de l'environnement, là où l'aménagement doit être réalisé, au niveau du site. Nous avons une usine, nous avons un hôpital. Avant de faire un aménagement sur la biodiversité, il faut connaître quelle est la biodiversité en place. On évalue les avantages, les forces, les faiblesses
de ce site. On travaillera ensuite au niveau du territoire. Lorsqu'on parle de biodiversité, ce n'est pas juste dans notre jardin, ce n'est pas juste dans notre propriété. La biodiversité se soit à l'échelle du territoire, voire au-delà. Autrement dit, si on doit faire des recommandations en termes d'aménagement et de biodiversité, on le fera au niveau du site, mais également au niveau du territoire. Essayons de créer des corridors écologiques dans lesquels nos sites peuvent s'intégrer. À partir du moment où on a fait cet état des lieux, il faut pouvoir mettre les plantes les plus adaptées au site. Un, pour avoir effectivement les effets en termes médicaux, les effets en termes de bien-être, mais également basés sur les résultats qu'on a pu obtenir. Donc, on a fait cet audit sur site. On est capable de vous dire à quelle période de l'année est-ce que vous avez de la floraison de plantes. C'est intéressant lorsqu'on travaille d'ailleurs avec des villes, parce qu'on travaille beaucoup avec des villes également, qui nous disent on se rend compte que l'ensemble des fleurs chez nous, elles fleurissent au printemps, on n'a plus rien en été. Autrement dit, la période de floraison est importante. Lorsqu'on parle de bien-être des gens, on doit avoir une certaine constance dans les effets. La couleur en fait partie. Le lien avec l'écosystème local. On ne peut pas prendre des plantes qu'on aurait été chercher en Méditerranée pour aller les mettre en Belgique. D'accord? Donc, on doit véritablement avoir un lien avec l'écosystème local. Lorsqu'on met des plantes, il faut savoir que les plantes font partie et sont en interaction avec tout leur écosystème. À titre d'exemple, une plante apporte des ressources alimentaires, par exemple pour des abeilles, du nectar, du pollen. Vous pouvez avoir autant de plantes que vous voulez, si malheureusement elles n'apportent aucune ressource pour l'ensemble de l'écosystème, malheureusement votre écosystème risque d'être pauvre. On peut également y retrouver des espèces menacées, voire des espèces invasives. Autrement dit, la première sélection qui est réalisée, elle se fait grâce à l'audit qu'on a pu réaliser d'entrée avant d'aménager sur un site. On a donc une base de données avec un ensemble de plantes, desquelles on va ôter celles qui ne sont pas adaptées au site sur base de l'analyse préliminaire. Ensuite, il y a d'autres paramètres. On parle tout à l'heure qu'on travaille en entreprise ou on travaille également avec des maisons de repos ou EHPAD. Assez souvent, les espaces verts sont cloisonnés entre des bâtiments. Il faut savoir qu'entre ces bâtiments, il y a énormément d'ombre. Dans la liste des plantes qui nous restent ici en bas à gauche, toutes les plantes ne seront pas adaptées pour les zones d'ombre. Une deuxième sélection est donc réalisée sur base de paramètres agronomiques. Ça veut dire qu'ici, on voit la complexité. Je ne pourrais pas faire un jardin sur un site et le reproduire à l'identique ailleurs parce qu'on a besoin de cette base de données et de cette connaissance agronomique et également d'analyse préliminaire. Et finalement, et point important, c'est qu'on arrive aussi sur les paramètres artistiques et médicaux qui permettent de faire un tri supplémentaire. Alors, c'est important parce que lorsqu'on parle, alors à titre d'exemple, on travaille donc dans des maisons de repos où il y a des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer ou de Parkinson. Si on met des plantes qui contiennent des molécules, malheureusement, qui vont à l'encontre des médicaments que prennent les patients, malheureusement, l'effet escompté du jardin n'est pas rempli. Parce que malheureusement, ça arrive, un patient atteint d'Alzheimer pourrait prendre une plante et la manger. Donc, la base de données que nous développons, elle est liée à la biodiversité, mais aussi aux effets escomptés, à savoir ici, prévenir notamment les maladies comme Alzheimer ou réduire les effets d'Alzheimer. Les mêmes démarches sont appliquées également lorsqu'on travaille ici dans le cadre d'aménagement bien-être en entreprise. À terme, les plantes qui nous restent, c'est véritablement à l'intersection, finalement, de toute cette base de données, de tout ce tri, de tous ces filtres qu'on a mis en place, et il nous reste un certain nombre de plantes qui pourront être aménagées sur le site. À partir du moment où on a l'ensemble de ces plantes, il va falloir l'implémenter. Il va falloir réaliser les plans. Les réalisations, donc nous, on a la liste des plantes, on a la hauteur de ces plantes, on va travailler directement avec les théories qui ont été développées, notamment par Mme Jonvaux et M. Fechtareng, pour développer les plans qui permettront d'avoir les effets escomptés. À partir de là, l'aménagement sensu stricto, donc l'aménagement sur le terrain, pourra concrètement être réalisé. Alors, dans le cadre de projets tels que ceux que nous menons à l'heure actuelle, on ne s'arrête pas à juste aménager. Alors, c'est peut-être le côté ingénieur qu'en tout cas que j'ai et que la plupart des personnes dans l'équipe ont, c'est que derrière ça, on veut suivre des indicateurs. Les indicateurs seront à la fois en termes de biodiversité, de combien est-ce qu'on a été capable d'améliorer la biodiversité par rapport à ce que c'était au départ. Donc, on a un effet finalement qui remplit les objectifs que j'avais personnellement qui étaient environnementaux. Et puis derrière, on a un effet positif, on va mesurer les effets positifs avec des indicateurs également sur les usagers. On voit véritablement ici qu'on a un effet de synergie.
qu'on a un effet win-win finalement, grâce à ces aménagements bien-être. On peut à la fois avoir un effet positif sur l'humain, on peut également avoir un effet positif sur l'environnement. L'idée étant que ce soit lorsqu'on parle de bien-être d'employés, lorsque l'on parle de patients, lorsque l'on parle de biodiversité, c'est quelque part de solutionner ces importants problèmes de société que nous avons à l'heure actuelle. Voilà, je vous remercie en tout cas d'entrée pour votre participation. Je vais passer en revue les différentes questions qui ont été énoncées. Alors, la première question, c'est: y a-t-il une réglementation vis-à-vis d'un jardin potager participatif dans les établissements de santé? Alors, je vais laisser la parole à Madame Jonvaux, qui a plus d'expérience dans ce type de cas, notamment dans les établissements de santé. Oui, bien sûr, il y a des réglementations et des principes, notamment concernant la sécurité. Par exemple, si on a des personnes désorientées, il faut que l'espace puisse être clos. Il y a des réglementations concernant l'accessibilité, bien sûr, pour le handicap physique. Il va y avoir, par exemple, si on ménage une fontaine, des réglementations aussi vis-à-vis de la qualité de l'eau, etc. Voilà. Il y a une deuxième question également. Docteur Jonvaux, est-ce que vous pourriez donner quelques exemples concrets des bienfaits de ce jardin sur les personnes? Quel est l'impact, par exemple, sur quelqu'un qui a Alzheimer, sur le personnel par rapport à ces personnes, pour leur famille? Y a-t-il une histoire qui témoigne d'intérêt du jardin? Merci. Oui, alors pour les patients, nous avons des bénéfices qui sont constatés au quotidien puisque nous avons 12 ans d'expérience. Comme je l'ai dit, sur le rythme veille-sommeil, sur la motivation, puisque le jardin est attractif, les personnes vont se mobiliser, elles vont trouver des centres d'intérêt qui se renouvellent en permanence, bien plus qu'à l'intérieur, et elles vont avoir des sujets de conversation entre elles ou avec leurs proches. J'ai par exemple le témoignage, on est en train d'analyser cette partie-là de notre enquête, sur les familles qui disent, eh bien, à l'extérieur, on a toujours quelque chose à faire ensemble au lieu d'être assis à l'intérieur à se regarder dans le blanc des yeux. Oui, je viens plus souvent et je reste tout l'après-midi, une autre épouse d'un patient qui a des troubles très importants, et je passe tous mes après-midi dans le jardin. S'il n'y avait pas le jardin, je viendrais moins souvent et je resterais simplement le temps de lui porter son linge. Voilà des témoignages, par exemple, très concrets. La conscience de soi, comme je l'ai dit, l'enrichissement sensoriel qu'apporte le jardin, ce sont des indices qui permettent souvent à quelqu'un, par exemple, de mieux s'exprimer parce qu'il a une sollicitation sensorielle plus variée. Nous avons montré que les personnes arrivent à retrouver leur chemin dans ce jardin, c'est-à-dire à revenir chez les infirmières après une promenade grâce à son organisation spatiale, les points de repère qui ont été développés. Et nous avons montré un effet de prévention sur le syndrome d'épuisement au travail, à la fois auprès d'équipes gériatriques, d'équipes spécialisées dans la maladie d'Alzheimer et d'équipes de soins palliatifs, en comparant avec des indicateurs spécifiques du burn-out, les équipes qui sont sur le CHU avec ce jardin et des établissements ayant des activités similaires, mais pas d'accès à un jardin. Si je peux me permettre aussi peut-être de rajouter, parce qu'il y a un volet qu'on n'aborde pas souvent ici, mais il y a peut-être le volet économique. Parce que de mémoire, on avait eu des taux de chute qui étaient réduits par rapport au fait que le jardin n'était pas aménagé dans ce sens. Je pense qu'au niveau des médicaments également, mais je pense que Thérèse, vous êtes plus à même que moi d'ailleurs de répondre à cette question-là également. Oui, tout à fait. Dans les bienfaits physiques, comme je le montrais dans une de mes diapositives, il y a la marche. Et effectivement, il est là encore beaucoup plus stimulant d'aller marcher dans un jardin qu'entre des barres parallèles avec un kinésithérapeute. Et il y a notamment, par exemple, sur le sommeil, une réduction aussi des sédatifs et des psychotropes. Dans les troubles psychocomportementaux de la maladie d'Alzheimer, la présence du jardin a bien montré une réduction de ces comportements de déambulation, d'agressivité, avec donc en corollaire une diminution des consommations médicamenteuses qui sont bien sûr coûteuses, mais qui ont aussi un coût de iatrogénie avec les chutes ou les complications, par exemple, cardiovasculaires. Si je peux intervenir, si je peux ajouter quelque chose, par exemple, pour une rééducation fonctionnelle, il est tout à fait envisageable de créer dans l'espace vert, dans le jardin, des endroits qui correspondent aux exercices qui normalement sont faits dans des salles, etc. Donc, c'est beaucoup plus agréable et c'est beaucoup plus naturel d'une certaine façon d'intégrer ce genre d'aménagement dans les jardins. Voilà, je pense que
ça fait partie d'une étude en amont avec les équipes pour justement développer ensemble un cahier de charges pour ces jardins thérapeutiques. Il y a d'ailleurs une question, alors c'est peut-être lié au cahier des charges, il y a deux questions et je vais les regrouper en une, mais faut-il une surface minimale pour considérer un bénéfice sur la santé? L'aménagement d'un espace réduit dans un centre de santé mentale aurait-il du sens malgré une surface réduite? Alors oui, ce n'est pas une question de surface, c'est une question de conception. Et on a par exemple en France, nous, l'exemple d'un jardin dans le domaine de la cancérologie sur le toit de l'hôpital Curie, qui est petit, mais qui est donc une terrasse et qui apporte effectivement un bénéfice aux personnes qui viennent là pour des chimiothérapies et des traitements lourds. Et il y a même ce travail que j'ai cité où la simple vue sur le jardin et sur un espace vert apporte un plus, même si ça n'est pas une vue sur un espace très étendu. Une autre expérience, et même si c'est un petit espace qui est aménagé d'une façon bien réfléchie, que par exemple pour des entretiens très difficiles en cancérologie, pour parler d'un diagnostic difficile en neurologie, etc., ce cadre est beaucoup plus apaisant et normalement les entretiens ont tendance à se passer mieux. D'accord. Alors, il y a encore une question. Donc, déjà, merci. On nous a remercié pour les présentations. Donc, merci également. Suite à la pandémie de coronavirus, avez-vous adapté et accéléré votre stratégie de déploiement d'aménagement bien-être au profit des patients, des familles et du personnel particulièrement éprouvé, avec de nouvelles missions ou des actions de solidarité? Alors, je dirais que c'est justement l'épidémie à Covid nous confronte à la nécessité vraiment d'améliorer ces espaces extérieurs qui restent accessibles malgré le confinement. Et nous avons effectivement sur l'unité cognitivo-comportementale vécu une très belle expérience avec au printemps, pendant la période la plus dure du confinement en France, un patient positif que nous voyions décliner. Les équipes aussi étaient quand même très en difficulté et nous avons décidé, pour limiter un peu les contraintes du confinement, de faire nos réunions de service, nos synthèses dans le jardin, en emmenant l'ordinateur sur le mobilier du docteur Fécharek. Et nous avons autorisé les sorties de patients positifs dans le jardin, à distance des autres patients, mais quand même avec eux et non plus confinés en chambre où il aurait fallu recourir à une contention physique ou chimique qui aurait été insupportable pour le patient et qui aurait été très délétère, qui aurait conduit à son décès. Le patient mangeait et prenait ses repas, par exemple, dans le jardin et il pouvait continuer à marcher tout en étant bien entendu habillé, mais en gardant une autonomie qui n'a pas baissé à l'issue de la levée de son isolement après la guérison, par exemple. Merci beaucoup, Thérèse. Alors, je vois que pour l'instant, il n'y a plus de questions. Est-ce que quelqu'un aurait éventuellement une dernière question? Non, très bien. Alors, je crois que c'est un point important, c'est que si vous souhaitez des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit dans le cadre éventuellement d'aménagement justement dans des EHPAD, des maisons de repos ou éventuellement en entreprise, voilà, où on pourrait éventuellement échanger en direct si vous étiez intéressé pour avoir plus d'informations complémentaires, car effectivement sur un webinaire d'approximativement 45-50 minutes, c'est relativement court. Donc on pourrait approfondir en tout cas le sujet. J'ajouterais que la formation que nous organisons au CHU de Nancy avec le docteur Nguyen et le docteur Fécharek vous permettrait aussi de découvrir de manière plus approfondie notre démarche et nos résultats. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je remercie beaucoup en tout cas les orateurs qui étaient présents et également l'ensemble des spectateurs et au plaisir de vous revoir dans le cadre d'un autre webinaire. Merci bien, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.